C'est le seul conseil, du coup, de toutes les discussions que j'ai eues après mon texte, qui m'a fait « mais oui, en fait, c'est sûr, du coup, il faut que je parte ». Je me rappelle, pendant mon master, on nous répétait tout le temps, c'est la chose la plus importante, c'est le réseau, le réseau, le réseau. Mais rejoindre l'association, du coup, c'était quelque chose qui me parlait. Moi, en fait, si j'ai envie de passer un message aujourd'hui, c'est juste, on s'en fiche du regard des autres. Et puis, tant que ça nous importe, nous, ça nous procure du plaisir, de la passion ou quelque chose, il faut y aller, quoi. Bonjour et bienvenue sur Challengers. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'avoir avec moi Léna Curtet qui va nous expliquer sa carrière dans le monde du sport, que ce soit en étant d'abord athlète et ensuite membre de beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'organisations sportives. J'ai très hâte de vous montrer cet épisode et on peut commencer tout de suite. Bonjour Léna. Bonjour Nicolas. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. On va discuter de beaucoup de parties et d'expériences que tu as eues jusqu'à maintenant. Et tout d'abord, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots. Eh bien, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Léna. J'ai 26 ans. J'habite actuellement à Paris. J'ai grandi à Gland, fait mes écoles à Gland, fait mon gymnase à Nyon. Et ensuite, j'ai fait mon université en sciences du sport à Lausanne. Après, j'ai habité un petit peu pendant 1 an au Tessin, à Locarno. Et maintenant, me voilà à Paris depuis janvier 2023, donc depuis plus d'1 an. Ce que j'adore avec la façon dont tu viens de te présenter, c'est que tu mentionnes les lieux, les endroits où tu as eu des expériences. Et avant de parler des expériences en tant que telles, je voulais relever ce fait que chaque endroit t'a sûrement amené quelque chose, si la façon dont tu te définis est par les endroits où tu vis. Un petit peu, oui. En effet, il y a eu plusieurs Léna ou plusieurs vies, si je peux te dire. Tout d'abord, jusqu'à mes 18 ans, en étant du coup plus basée à Gland-Nyon, avec mon gymnase, etc. Ensuite, il y a eu la Léna étudiante à l'Université de Lausanne, où ensuite j'ai gentiment quitté le nid familial et j'ai habité à Lausanne. Et après, il y a eu le début dans la vie professionnelle, d'abord avec un stage au Tessin, au centre sportif de Ténéro. Et ensuite, le vrai début de la vie professionnelle ici à Paris, avec mon premier travail au sein du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Génial, quand tu expliques justement sortir du cocon familial, il y a une indépendance qui va avec. Et j'aimerais que tu m'expliques comment, grâce au sport et notamment la natation, comment est-ce que peut-être tu as gagné un petit peu en indépendance? Alors la natation, c'est une école de vie, hein. Moi, si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est par la natation, avec toutes les expériences que j'ai vécues à travers elle. Donc, j'ai nagé de mes 8 à 18 ans, plus ou moins, en compétition du coup à niveau national. Je ne faisais pas partie de l'équipe nationale, mais je faisais les championnats suisses. Je participais aux championnats suisses. Donc, ça impliquait du coup de s'entraîner tous les jours, des fois plusieurs fois par jour, avec aussi des entraînements de musculation. Et puis, tout ça, bien sûr, c'est des routines à mettre en place. Et mes parents m'ont toujours bien sûr soutenue, mais c'était aussi à moi de m'organiser et donc d'être indépendante dans mon organisation pour concilier avec mes études, mon gymnase et l'école, quoi. Quand tu dis que tu as du tout concilié, c'est parce que c'est des horaires qui sont difficiles. C'est juste, en natation, il y a plusieurs entraînements par jour. Ouais, tout à fait. Alors, s'il y avait 2 entraînements par jour, ça veut dire qu'il y avait un entraînement le matin, avant l'école, avant le gymnase. Donc, c'était quoi? Je me rappelle, 6 heures dans l'eau, jusqu'à 7 heures. Et après, on avait nos parents qui nous amenaient du coup au gymnase ou à l'école, peu importe, avec les cheveux mouillés encore. Et ensuite, l'entraînement du soir, dans l'eau. Moi, je faisais partie du cercle des nageurs de Nyon, donc la piscine, c'était à Nyon. Et il y avait aussi, bien sûr, la musculation, la préparation physique, où ça, c'était aussi dans le complexe de la piscine, là où on s'entraînait. Cette rigueur, avant de l'amener au monde professionnel, tu l'as d'abord amenée aux études. Est-ce qu'elle t'a aidé et comment, puisque j'imagine que études rime aussi avec un peu plus de liberté, comment est-ce que tu as réussi à balancer ta liberté et la rigueur ou la passion que tu mettais dans tes études? Je dirais que la natation faisait partie de ma vie avant les études, parce qu'au final, l'école, c'était un peu
c'est pas la même chose que le gymnase. L'école, c'est quelque chose d'obligatoire, donc on y va. Mais après, j'étais bonne élève, j'avais pas besoin vraiment d'un grand investissement ou de beaucoup réviser. En tout cas, ce qui est de l'école. Donc, pour ça, c'était assez naturel et normal d'avoir la natation après l'école. De ce côté-là, ça allait. Et après, ben, justement, le gymnase, c'est l'école où on choisit d'aller. C'est pas tout le monde ne va au gymnase. Donc, moi, c'était mon choix. Et là aussi, j'arrivais, juste en étant bien organisée, à concilier les études, les révisions et puis les entraînements. Ok, donc après le gymnase, aussi l'université, tu as, Mhm. réussi à… t'as arrêté la natation juste avant l'université, c'est ça? Ouais, exactement. Est-ce que c'était fait exprès? Pourquoi est-ce que tu as arrêté la natation? Non, c'est pas fait exprès, mais ben, c'est que j'ai terminé mon gymnase en ayant 18 ans. Et puis, ben, l'envie de passer à autre chose, de tourner cette page de la natation s'est présentée. Et voilà, enfin, du coup, c'est pas parce que je commence à l'université que je voulais arrêter la natation, Ok. mais ça s'est présenté comme ça. Ok, ça t'a donné plus de temps pour toi aussi, du coup. Ouais, tout à fait. Ouais, Et pouvoir aussi essayer des nouvelles choses. Mhm. On va en parler, je pense, un peu plus tard de ces nouvelles choses que tu as essayées ou que tu as retrouvées. Ouais. Et je me demande, du coup, dans ces études qui sont beaucoup reliées au sport, qu'est-ce qui, dès le début, t'a vraiment intéressé? Quelles étaient les classes ou les profs où tu t'es dit « Ah, ça me passionne, j'ai les yeux qui s'illuminent quand je les vois. » Ouais. Alors, bah, déjà, choisir de faire mes études en sciences du sport, ça a été un choix qui a été, comment dire, un peu évident. Le sport a toujours fait partie de ma vie, c'est ma plus grande passion. Et j'ai toujours su que je voulais lier mon métier, mon travail au sport. Donc, l'Union Sport s'est présentée comme un choix évident. Et après, en fait, quand je suis rentrée à l'Union Sport, c'était pour faire prof à la base. Je voulais absolument être professeure de sport dans les écoles. Et des branches qui m'ont particulièrement marquée, bah, étonnamment, je pense que un de mes cours préférés, c'était la physiologie ou bien comment c'était? Les neurosciences, pardon. Neurosciences, ouais. Les neurosciences. Mais alors que moi et les sciences, enfin tout ce côté un peu scientifique, c'est pas du tout une paire qui va ensemble d'habitude. Mais ça m'intéresse énormément. Après, ben, c'est les sciences du sport, donc on a eu beaucoup de branches différentes. Que ça passe par l'histoire du sport, les sciences, la sociologie du sport, la psychologie aussi. Après, je peux pas dire qu'il y a un sujet en particulier qui m'a déplu, parce que tout m'intéressait au final, c'était tout lié au sport, donc forcément ça m'intéressait. Ouais. Mais voilà, ouais, si je dois dire les deux préférés, peut-être c'était les neurosciences, étonnamment, et puis la physiologie. Génial. Et j'imagine que cet attrait initial pour être professeur de sport vient aussi de ton expérience en tant que coach de natation. Ouais, oui, c'est vrai. À la fin de ma carrière de nageuse, quand je nageais encore, j'avais encore cette casquette de professeur, enfin monitrice, on disait. Monitrice, et à la fin, je suis passée entraîneur, puisque j'avais une équipe que j'accompagnais dans les compétitions aussi. Mais oui, bah, partager et avoir des enfants ou avoir des gens, les entraîner et les emmener, leur faire ressortir le meilleur d'eux, ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Génial. Ouais. Quand tu dis faire ressortir le meilleur d'eux, alors, il y a plusieurs questions qui me viennent. La première peut-être est comment est-ce que tu faisais pour essayer de faire ressortir le meilleur d'eux? Déjà, créer les entraînements, c'est quelque chose qui me challengeait. Je me rappelle que je prenais beaucoup de temps à les créer et je consultais aussi du coup la personne qui était mon entraîneur à moi. En fait, on était co-entraîneurs pour le groupe que j'entraînais, si on veut. Donc, des fois, c'est lui qui prenait en main ces entraînements-là, des fois, c'est moi. Mais souvent, on se coordonnait. Mais pour faire ressortir le meilleur de mes nageurs, je pense que ça part en fait de comment moi, en tant qu'entraîneur, je me positionnais. Simplement en arrivant de bonne humeur, en leur disant ce qu'on allait faire aujourd'hui pendant la séance, quel était l'objectif de la séance, et aussi toujours de les encourager. Parce que si on a quelqu'un qui n'est pas derrière nous, ou bien qui nous montre toujours le côté négatif de ce qu'on est en train de faire, c'est sûr qu'on ne pourra pas montrer ce qui est le meilleur de nous-mêmes. Donc je pense que c'est vraiment une question de comment toi, en tant qu'entraîneur ou en tant que professeur, tu te positionnes et comment tu soutiens tes élèves, nageurs, peu importe. Trop bien. Je pense que la
positivité que tu amènes est déjà quelque chose qui te représente bien. Et ensuite, c'est quelque chose de très important parce qu'un athlète ou un jeune va avoir cette loi un peu de réciprocité. Et si l'adulte, que soit il adulte, soit il côtoie, est positif, l'athlète sera aussi positive à vouloir s'entraîner, à être heureux quand il ou elle s'entraîne. Donc, tu as vu vraiment cette différence-là? Bah, je pense... Non, je ne suis pas sûre que je l'ai vu, mais en tout cas, c'est ce que je ressentais. Enfin, je me suis jamais... Bien sûr que je me remets en question, mais j'ai l'impression que le feeling, en tout cas, de ce que les élèves, les nageurs me renvoient, passait, et l'image aussi qu'ils me renvoyaient me plaisait. Donc, c'était une bonne coordination, une bonne collaboration. Génial. C'est une collaboration qui est aussi essentielle en équipe, j'imagine. Et tes premiers travaux, on va dire, en équipe après l'université ont été ta première expérience professionnelle. Est-ce que tu pourrais me décrire en quelques mots cette expérience? Oui, alors du coup, je suis partie à l'autre bout de la Suisse, au Tessin, pour travailler au centre sportif de Ténéro, qui est aussi appelé le Centre national de la jeunesse. Parce que du coup, en Suisse, on a deux centres de performance. On a du coup à Macolin, qui est plus dirigé vers le sport d'élite, alors qu'à Ténéro, c'est plus justement la jeunesse. Et donc, dans ce centre sportif, il y a toutes les infrastructures possibles et imaginables de sport qui existent. Et du coup, il y a des écoles, des clubs, des associations qui organisent des camps à Ténéro pendant 1 semaine, 2 semaines, quelques jours. Et puis du coup, moi, dans l'équipe dans laquelle j'étais, on était justement les coordinateurs sportifs. Et on organisait tout le programme de la semaine. On faisait les réservations de salles, les réservations de la piscine, des ballons, de tout ce qu'ils avaient besoin pour venir passer cette semaine à Ténéro. C'est drôle parce que quand j'y pense maintenant, ça ressemble un petit peu au job de monitrice de natation que tu as eu aussi. Il y a une partie d'organisation, il y a une partie jeunesse. C'est intéressant comme ça se ressemble et je me demande si c'était un choix conscient de ta part ou si ça s'est fait un peu naturellement. Non, en fait, peut-être que inconsciemment ça s'est fait, c'est vrai, parce que l'organisation c'est vraiment mon truc, j'adore faire ça. J'adore organiser les choses. Mais ce qui m'a poussée vraiment à aller à Ténéro, bon déjà d'une part c'était une expérience, enfin une opportunité unique, mais c'est surtout que c'était au Tessin et j'adore parler italien. En fait, à côté du sport, je ne l'ai pas précisé, mais quand on étudie le sport à l'Université de Lausanne, on a aussi une mineure. Et moi, ma mineure, du coup, c'était italien, donc j'ai un bachelor en italien aussi. Et donc de pouvoir pratiquer au quotidien, en plus en Suisse, et dans le cadre d'une première expérience professionnelle, c'était une chance unique. Donc c'est pour ça que je suis partie là-bas. J'imagine. Est-ce que ça t'a fait peur au début d'interagir en italien au quotidien ou... Non, en vrai, c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Juste, je me réjouissais justement de enfin pouvoir pratiquer quotidiennement. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant parce que je vais essayer de ramener ce thème ou ce mindset quand on va discuter de la danse, parce que justement mettre en pratique ce qu'on a appris, c'est quelque chose qui sera essentiel. Mais si je reviens d'abord sur Ténéro, quels ont été peut-être les apprentissages ou les expériences qui, à ce moment-là, t'ont inspiré elle va être rigolote comme question, à rester dans le monde du sport? Parce que on est tous les deux passionnés par le sport. Et ça, c'est une évidence. Et dès qu'on s'est rencontrés, c'était assez clair. Oui. Mais il y a peut-être des moments où on est loin de la maison, où il y a des difficultés, où peut-être on remet en question nos choix. Et je me demande justement si cette expérience était tellement positive que tu t'es dit « Ah oui, le sport, c'est fait pour moi hein, » ou est-ce qu'il y a eu des moments de difficulté, des challenges Oui, alors il y a eu des challenges déjà avant de partir. Juste avant d'accepter de signer le contrat. J'avoue que, en fait, j'ai fait mon entretien à Ténéro, tout s'est très bien passé. Et ils m'ont dit, bon, tu commenceras dans moins d'1 mois. On va t'envoyer le contrat, tout ça et tout ça. Et en fait, du coup, j'étais dans ce train du retour à Lausanne. Et j'ai pas paniqué, mais je me suis un peu dit, non, mais est-ce que vraiment je vais partir? Enfin, c'est à l'autre bout de la Suisse quand même. Et je connais personne au Tessin. C'est pendant 1 an. Enfin bref, il y a toutes ces questions qui sont venues dans ma tête. Et du coup,
Ma manière de procéder, c'est en fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est j'avais du coup 4h30, 5 heures de train. Et du coup, j'ai écrit un texte avec tout ce qui me venait sur le moment, de pourquoi je voulais partir, pourquoi au final j'avais plus envie de rester à Lausanne, enfin du coup de ne pas partir là-bas, qu'est-ce qui me retenait, qu'est-ce qui me donnait quand même envie de partir, donc un peu les pour et les contre. Tout en y mettant un peu des choses personnelles aussi, bien sûr. Et en fait, j'ai partagé ce texte avec des personnes avec qui j'avais envie d'en discuter et de qui la vie pouvait pas m'influencer, mais j'avais envie de savoir ce qu'eux en pensaient. Bien sûr, la décision serait mienne, j'en étais tout à fait consciente, mais j'avais envie d'en discuter avec eux, quoi, et de partager. Parce que d'en discuter comme ça à haute voix aussi, on a une autre manière d'aborder les choses que de l'avoir par écrit, sur un texte, sur lequel on a réfléchi pendant longtemps. Ouais. Donc voilà, ça m'intéressait d'avoir leur avis, ressenti en lisant ce texte. Et voilà, au final, je suis partie au Tessin, bien sûr. Et puis après, cette expérience... Si on revient déjà là-dessus, Ouais. je pense que c'est super intéressant pour les personnes qui nous écoutent, que ce soit des étudiantes, des étudiants ou des athlètes qui doivent prendre ce genre de décision. Ça peut être hyper complexe, ça peut être hyper difficile. Est-ce que je vais à l'autre bout du pays? Quelle est la matière que je prends maintenant à l'université, maintenant que j'ai fini mon gymnase, par exemple? Et vraiment, je crois que les 3 points que tu as fait ressortir très bien et très clairement, c'est vraiment le premier de prendre du temps. Ouais. Tu as profité des 4-5 heures de train pour le faire. Donc, se donner le temps d'y penser. Le deuxième point serait plutôt d'écrire, de mettre ses pensées sur papier et de le faire, si je comprends bien, sous une forme un peu de journal de décision. Ouais, un peu. Ouais. D'ailleurs, dans ce journal de décision, je veux partager un peu la façon dont je le fais. En plus d'un peu le pour et le contre, moi j'ajoute dans ce journal-là ou dans mes grandes décisions l'état mental et physique dans lequel j'étais pendant que je faisais cette décision. Donc au tout début, je vais dire comment est-ce que je me sens. Je me sens anxieux, un peu fatigué, ou est-ce que je suis vraiment excité et puis j'ai plein d'énergie. Et rien que ça me permet de commencer par comment est-ce que je me sens à ce moment-là. Ouais. Ça me permet de donner de la perspective après sur le contexte, sur la problématique, le pour et le contre, les alternatives. Quand je réfléchis au reste, je prends en compte cet état émotionnel dans lequel j'étais. Donc c'était un petit peu un... Donc quand tu commences à écrire ou à rédiger, et tout au long du texte, tout au long de ta rédaction, comment tu te sens? Tu l'écris, c'est ça? Je vais l'écrire au tout début juste. Okay. Je vais écrire quelques mots, je vais juste dire je sais pas, genre état émotionnel, je ne saurais pas vraiment comment l'écrire. Mais en tout cas, j'écris, je sais pas, excité et stressé, ou tu vois, un truc un peu. Et après, je le prends en référence, je l'écris pas après, mais je le prends en référence, je me dis ah oui, j'étais stressé et excité, par exemple. Et donc oui, donc le premier point, prendre le temps. Le deuxième, un journal de décision. Et le troisième que moi je ne fais pas et que je trouve hyper intéressant, c'est que tu confrontes avec les gens en qui tu as confiance, à qui tu sais qu'ils vont accepter le partage, qu'ils vont le prendre. Peut-être qu'ils vont aussi t'aider en retour si c'est ça que tu attends. Et confronter cette décision, ces pensées que tu as par écrit, je trouve que c'est très fort. D'où tu t'en es inspiré d'un endroit ou ça t'est venu tout ça? Mais même pas, je crois que ça m'est venu sur le moment. Et... Super spontané du coup. Ouais, c'était super spontané. Et en fait, je me rappelle vraiment, je me suis retrouvée dans ce train et je me suis dit, non mais il faut que je parle avec tel. Ouais. Et puis c'était plus simple de tout mettre sur un papier et ensuite de le partager et de faire ensuite des petites réunions ou discussions avec ces gens-là. Ouais. C'est génial. Merci du partage. Déjà, ça, c'est un outil qui va nous mettre l'eau à la bouche pour les prochains challenges que tu as surpassés à Ténéraux. Oui, mais du coup, tu voulais que je te parle peut-être des expériences à Ténéraux? Challenge ou expérience, exactement. Ouais, tout à fait. Ça m'a très bien expérience. Faut pas mettre challenge partout dans... Non, du coup, donc c'était un peu ma première vraie expérience professionnelle, donc en tant que stagiaire. Et j'ai appris des choses, du coup je suis super reconnaissante d'avoir vécu cette expérience et j'ai rencontré des gens incroyables et j'ai appris tellement, mais j'ai aussi, du coup de choses positives et en fait tout était positif, simplement j'ai aussi appris ce que je n'avais pas envie de faire. Je sais, au jour d'aujourd'hui, on en reparlera, je sais toujours pas trop où est-ce que je me dirige, mais
il y a des choses que je sais que je ne veux pas faire. Donc ça, je pense que c'est quand même une des plus grandes leçons que j'ai apprises avec mon stage à Ténéraux. C'est super intéressant. Et par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que du coup tu écris aussi quelque part les choses que tu n'aimes pas faire? J'ai C'est pas une question piège, tu Non, fais ce que tu veux. non. En partant à Ténéraux, j'ai aussi commencé à écrire dans un journal. Enfin, c'est pas un journal, mais de temps en temps, quand je ressens le besoin, j'écris 2-3 mots, 2-3 pages, des fois plus, Ouais. dans un cahier, du coup, que j'ai toujours avec moi. Et puis oui, du coup, il y a des choses que j'ai clairement notées dedans par rapport à ces envies ou non-envies, du coup, professionnelles. C'est trop bien. J'imagine, et ça c'est peut-être quelque chose que, bon, pas que je regrette parce que je suis là où je veux être en ce moment, mais qu'en commençant l'université, en commençant un programme éducationnel ou n'importe quelle expérience, le fait de remarquer et d'écrire ce qui ne nous intéresse pas est Ouais. aussi bénéfique que ce qui nous intéresse. C'est dingue. Oui, oui. Tu pourrais prendre une voie professionnelle et après tu relis ton carnet et tu es là genre, ah mais non en fait, c'est pas un thème qui m'intéresse. Enfin, j'avais pas les... Quand on m'a présenté ça en cours, Ouais. j'avais pas les étoiles dans les yeux. Et donc ça peut remettre en question de façon très intéressante. Ouais, tout à fait. Après, les choses peuvent évoluer, bien sûr. Sûr. Mais je pense que c'est quand même important de se rappeler qu'à telle date, il y a un an, on n'était absolument pas attiré par ça. Peut-être qu'éventuellement, ça a évolué, mais il y a des chances que non. C'est vrai, ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres expériences dont tu te rappelles ou que tu veux partager? À Ténéraux, bah, en tout cas, mon italien a grandement progressé. Je peux dire aujourd'hui que je suis quasiment bilingue en italien et ça, c'est aussi la plus grande victoire un peu que je ramène du Tessin avec moi. Oui. En fait, si j'ai vraiment pris cette décision de partir, c'est ma tante qui m'avait dit Mélena, fais le choix qui ne t'apportera pas de regrets. Et du coup, je m'étais dit, c'est vrai que mon envie principale de partir au Tessin, c'est pour l'italien. Et donc, si je pars pas, ben, j'aurais jamais eu cette opportunité de parler italien quotidiennement et de l'améliorer. Et donc voilà, je regrette pour rien au monde d'être Trop partie. intéressant. Ouais, donc réfléchir aussi dans sa décision, dans quel cas est-ce que j'aurais dû regretter. Ouais, exactement. Pas mal. C'est le seul conseil, du coup, de toutes les discussions que j'ai eues après mon texte, qui m'a fait, mais oui, en fait, c'est sûr, du coup, il faut que je parte. Trop bien. Donc, merci Tata, du coup, pour Avec plaisir. bon conseil de ta tante. Et donc, juste après Ténéraux, maintenant qu'on est à Paris, Ouais. est-ce que ça a été directement une transition? Alors, sur la fin de Ténéraux, bien sûr, tout le monde te pose la question, qu'est-ce que tu vas faire après? Est-ce que tu restes ici? Est-ce que tu retournes à Lausanne? Et mon envie s'est très vite tournée vers, du coup, venir ici à Paris, parce que j'ai toujours voulu, enfin, pas toujours, mais mon envie de travailler pour les événements sportifs internationaux, le sport international, en fait, c'est vite dessiné. Et du coup, en y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, il y aura les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Ouais. Paris, c'est juste à côté de la Suisse. Il faut y aller. Donc, j'ai vraiment commencé à répondre aux gens en disant, non, je crois que je vais aller à Paris, enfin, faire en sorte d'aller à Paris. Du coup, j'ai commencé à postuler. Et au final, 2 mois après, j'étais à Paris. Incroyable. Ouais. Donc, c'était aussi le côté organisationnel, le côté grands événements sportifs. Enfin, plus international que ça, c'est difficile quand oui. même, je pense, pour un événement. Donc, Ouais, tout à c'est fait. génial. Tout à fait. J'avais déjà eu des autres expériences dans l'événementiel international. Et c'est ce qui me plaît, en fait, de partager, enfin, de rencontrer des personnes d'autres pays, de pays étrangers, mais aussi d'avoir cette grande échelle. Parce que le sport de masse ou le sport populaire en Suisse, ça reste la Suisse, donc c'est plus petit. Ouais. Et ça reste très local, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais alors que justement avec le sport international, il y a ce mélange de culture, ce mélange aussi de... Je pense que l'organisation n'est pas la même. Après, je ne pourrais pas être l'experte parce que je n'ai pas beaucoup travaillé dans le secteur plus national du coup. Ouais. Mais oui, c'est avoir ces grands... En fait, tout ce qui est grand, tout ce qui est à grande échelle, ça me plaît. Ouais. Et puis, ce que tu viens de dire aussi sur la diversité, rencontrer plein de gens qui viennent d'horizons différents et que je trouve quelque chose qui correspond bien. Je me rappelle que quand on avait passé du temps au Ladies Open à Lausanne, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était ton enjouement, ton intérêt, ton entrain avec les volontaires.
Oui. Au final, j'ai trouvé vraiment impressionnant ce côté, ok, tu avais ton équipe, tu avais tes volontaires, et puis on va avoir un super événement, tout va bien se passer. Et puis, enfin, j'étais très impressionné par le côté relationnel aux volontaires spécifiquement dans ce cas-là. Merci. Quoi. Ouais. Ça fait plaisir. Oui, parce qu'en plus, le poste ou la position que tu avais, la fonction que tu avais à ce moment-là était reliée aux athlètes. Ouais. Et on pourrait se dire, waouh, les athlètes WTA qui sont là, ça va du coup être le point de concentration centrale. Mais tu avais vraiment une bonne balance avec les volontaires. C'était cool. Ouais. Sans les volontaires, on fait rien, hein. Surtout dans l'événementiel sportif et encore plus en Suisse. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris dans mes cours, que sans le bénévolat en Suisse, il n'y a pas de sport. Ouais. Donc, il faut toujours remercier ces bénévoles. Et tu as été bénévole aussi, donc je pense que tu comprends que quelqu'un qui s'occupe de l'organisation et tout ait ce bon rapport avec, non? Oui, totalement. Ouais. Totalement. Ah, trop bien. Donc, de bénévolat au plus grand événement sur la scène internationale sportive, les Jeux Olympiques d'été. Ils arrivent dans 65 jours? Ouais, quelque chose comme ça. Dans pas très longtemps. Et donc, je pense qu'il y a plein de choses dont tu ne vas pas parler ou tu ne peux pas parler par rapport à ton expérience, tes fonctions, ce que tu prépares. Mais dans ce que tu peux nous dire, en tout cas, c'est es-tu contente de ta décision de travailler ici et quelle a été ton expérience en termes d'émotion, de découverte, de soif de connaissance? Oui. Alors, si je commence par... En fait, ça m'a fait penser au point que j'avais noté dans mon cahier quand j'étais à Ténéraux. Ah, pour ici? Non, alors un peu une expérience du coup que j'avais notée moi dans mon cahier à Ténéraux, dans le sens je ne veux pas, enfin je n'aimerais pas. Ouais. En fait, ici, je me suis retrouvée... Bon, je vais le dire, ce sera plus simple. En fait, je me suis toujours... Enfin, à Ténéraux, j'ai appris que je n'avais pas envie de travailler face à un ordinateur toute une journée. D'être assise à un bureau face à un ordi, ça ne m'intéresse pas. Et ici, quand j'ai postulé pour mon poste, c'est pas du tout quelque chose qui m'est venu en tête. Mais au final, je me rends compte que c'est quand même quelque chose que, malgré que ce soit un grand événement sportif international, c'est quelque chose que je dois faire quand même au quotidien, être devant un ordinateur. Et donc, ça me conforte encore plus dans le fait que je ne veux pas faire ça après, ou en tout cas moins, parce que bien sûr qu'on a besoin des ordinateurs, il n'y a pas de problème avec ça, mais je souhaiterais que ce temps soit réduit pour mon prochain travail. Donc ça, c'est quand même quelque chose un enseignement et une leçon que je vais vraiment prendre en compte pour mon prochain poste. Mais sinon, d'être venue ici, ce n'est absolument pas un regret, non. Déjà, travailler pour le plus grand événement sportif mondial, regardé planétairement, c'est une chance unique que j'ai eue de l'avoir comme premier travail, en final. Ouais. Donc ça, pour rien au monde, je regrette. Et j'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré des gens aussi de plein d'horizons, parce que du coup, pour ce genre de comité d'organisation, des gens de partout dans le monde viennent. Il n'y a pas que des Français ou que des Suisses, mais non, il y a des gens de partout dans le monde. Et non, c'est une expérience incroyable. Ouais. Et oui, j'imagine aussi qu'au niveau des rencontres, tu as fait des rencontres et je pense que tu vas en faire dans les 65 prochains jours jusqu'au JO et ensuite le temps des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, tu vas avoir des expériences incroyables. Oui, oui. Ouais, je te le souhaite en tout cas. Est-ce que tu pourrais me guider dans ton hobby? Et maintenant, je suis en train de me taper les mains d'avoir appelé un hobby parce que en te voyant parler et en le partageant, c'est vraiment une passion, c'est vraiment un pilier central plutôt de ta vie. Donc, pas un hobby. Mais est-ce que tu pourrais me parler justement de la danse qui accompagne tes journées à même titre qu'un... Bien sûr. Ouais. Donc la danse, ma passion aussi, à côté du sport. Mais bon, la danse est un sport, donc ça se rejoint. Alors j'ai fait de la danse quand j'étais petite. Comme toutes les petites filles, on avait fait de la danse classique. Et après, j'ai fait aussi un peu, ça s'appelait du funky jazz, mais c'est un peu du hip-hop. Et ensuite, en fait, avec la natation, c'était plus conciliable. Du coup, d'avoir les deux. Donc j'ai dû faire un choix. Est-ce que je continuais
la danse et du coup garder la natation à un niveau loisir, si je peux dire, ou est-ce que du coup je me lançais dans ce grand bain et nageais en étant compétitrice et faisant des entraînements tous les jours. Et du coup, c'est cette voie que j'ai choisie. Et donc, la danse a été mise de côté, en tout cas au niveau de la pratique. Après, elle a toujours été là, que ce soit à travers des films, à travers des spectacles, à travers des gens que je suivais sur les réseaux sociaux ou dans les articles journaux, des choses comme ça. Mais moi, en tant que danseuse, il n'y avait plus de Léna danseuse. Après, en fait, c'est peu avant, ouais, quand j'étais à l'université, j'ai tout d'un coup voulu recommencer la danse en voyant une vidéo et je me suis dit, oh mais c'est trop bien, j'ai envie d'apprendre cette choré. Et du coup, je me suis inscrite au cours qui allait donner cette choré-là, qui allait te faire apprendre cette choré-là. Et c'est là que je suis retombée amoureuse de la pratique de la danse. Bien. Et du coup, je ne me suis plus arrêtée. Et voilà. Et puis, c'est avec la danse que je passe le plus clair de mon temps ici à Paris. Alors, à côté de mon travail, je pense que peut-être le temps est équivalent entre le temps au bureau et le temps dans le studio. Ce qui réduit un peu le temps pour dormir. Ouais, effectivement. Mais c'est génial parce que tu t'es retrouvé une passion que tu avais avant la natation et je trouve ça d'autant plus inspirant que je connais peu d'athlètes qui se rappellent ou qui faisaient un autre sport avant le premier et puis qui en reprennent un. Oui. Et quand j'y pense, c'est pas trop le cas. C'est vrai. Un tennisman, il va, je sais pas, il va continuer de jouer le dimanche. J'espère pour lui s'il aime bien le tennis, mais rarement quelqu'un va penser ah tiens, je faisais ça aussi. Ouais. Pourquoi pas réessayer? Non, totalement. Et je me rappelle que du coup, quand je suis retournée à ce premier cours, j'avais amené une copine avec moi qui aime aussi un peu la danse, mais qui n'en avait pas vraiment fait. Enfin, elle faisait un autre sport à côté. Ouais. Et puis, bien sûr, à ce moment-là, je pense que j'avais 22 ans, quelque chose comme ça, elle 23. Et on était les plus vieilles peut-être du cours. Mais moi, en fait, je n'avais vraiment rien à faire. J'étais là pour apprendre cette choré et puis j'avais trop envie, je me réjouissais tellement. Et elle était aussi là, super contente. Et en fait, il y a eu un décalage un peu entre nos deux personnes. Elle était vraiment focalisée sur le fait qu'on était les plus âgées et qu'on n'était pas les plus fortes du groupe parce qu'on n'avait pas beaucoup dansé dans nos vies alors que toutes les autres filles avaient l'habitude de prendre ce cours, étaient du coup 15-16 ans, peut-être même plus jeunes, je ne sais pas, et avaient un super bon niveau de danseuse. Et alors que moi, j'étais juste là pour apprendre cette chorégraphie et puis m'amuser, quoi. Ouais. Donc, moi, en fait, si j'ai envie de passer un message aujourd'hui, c'est juste, on s'en fiche du regard des autres. Et puis, tant que ça nous importe, ça nous procure du plaisir, de la passion ou quelque chose, il faut y aller, quoi. Génial. Ouais, parce que c'était fou. On avait vraiment ce décalage entre nos deux perceptions du cours quand on le racontait ensuite à nos amis. Et c'était pas le même cours qu'on avait vécu, quoi. Mais du coup, c'était super intéressant parce que ça prouve aussi que le mindset avec lequel tu Oui. abordes, et on rejoint après la natation sur le positivisme qu'on apporte et puis avec lequel on rentre dans j'allais dire la patinoire, non, dans la piscine. La piscine. Dans la piscine, mais du coup, c'est exactement ce qui s'est passé aussi pour ça. Et puis, le mindset qui change l'expérience qu'on a avec le sport. Et il y a aussi ce côté, je pense, où qu'importe quand est-ce que je commence, si c'est ce que je veux faire et que je sens que j'aurai de la passion et du plaisir à le faire, y aller. Et c'est ce que tu as fait. Totalement, totalement. Et puis, le regard des autres. De toute façon, quand on rentre dans un cours de danse, personne ne te regarde au final. Hein. Enfin, moi, je sais que quand j'arrive dans ma salle pour prendre mon cours, je ne regarde pas les gens qui sont autour de moi, ou je regarde peut-être s'il y a mes amis que je connais, tu vois. Mais après, je vais pas regarder, elle a un niveau pas trop, ou elle est trop forte. Non. Je pourrais vraiment dire souvent, quand je sors du cours, que je ne sais pas qui était dans le cours avec moi. Tellement dans ta Tellement je suis là pour moi, Génial. pour mon progrès, ma danse, et pas le regard des autres. Est-ce que le regard des autres, ça a été un thème pour toi par le passé ou pas? Parce que je pense pour, par exemple, quelqu'un qui se souciait beaucoup de ça, qui va à la danse, qui se rend compte, ah ok, en fait, c'est vraiment moi, mon plaisir, et les autres sont là à côté, mais ils sont aussi eux et leur plaisir et leur progression. Cette personne-là, dans cet environnement-là, va évoluer, va peut-être amener ça ailleurs, par exemple dans le contexte professionnel. Et je me demandais si c'était le cas avec toi aussi, si tu as vu
une maturité, un apprentissage dans ce… Ouais, c'est une bonne question. Je pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours peu importé. Mais je pense que c'est quelque chose du coup qui se construit avec les gens qui t'entourent. Ou ce qu'on t'inculque quand on t'éduque, par exemple de tes parents. Moi, je sais qu'en tout cas, mes parents, ils m'ont toujours dit, tu fais ce que tu veux, on te soutiendra toujours, on t'encourage à faire ce que tu as envie. Et je pense que c'est du coup des choses qui sont inconscientes maintenant pour moi. Et que c'est pour ça que quand j'étais dans ce studio, dans cette salle, dans ce cours, je n'avais rien à faire des autres. C'est génial. Je pense que c'est tellement important cette question. Au fait, si cette question est cruciale et pas de se dire… je vais reformuler. Quand on va penser à nos parents ou nos coachs et la façon dont ils nous ont éduqués ou coachés, de savoir si leur avis ou leur perception de nous était importante va nous aider, que ce soit en sachant que oui, c'est important ou non, c'était pas important, va nous aider quand on est dans la vie active, on va à l'université, on a notre propre sport, va nous aider à avoir plus de motivation parce qu'on va savoir si, ah oui, mon coach, après avoir fait je sais pas, une figure au patinage artistique, je regardais mon ou ma coach pour voir s'il était ou si elle était fière. Et du coup, de savoir ça, je pense c'est un point important de la connaissance de soi pour évoluer plus tard. Ouais, totalement. C'est trop intéressant. Totalement. Ouais. Bravo d'avoir figure out tout ça. Merci. Et puis on peut encore aller dans la danse un petit peu parce que en ce moment, tu as une décision qui va arriver. On connaît un peu la dépression post-Jeux Olympiques qui est pour les athlètes, mais bien entendu aussi pour les personnes qui organisent les Jeux. Et puis je pense que tu planifies le futur, que tu es en train de réfléchir à ce qui va venir ensuite de par tes apprentissages. Comment est-ce que ça se passe en ce moment? Est-ce que tu y penses déjà? Alors là, Nicolas, c'est vraiment le sujet principal qui se passe dans ma tête en ce moment. En fait, du coup, pour la petite histoire, j'ai du coup réécrit un petit texte que j'ai partagé avec de nouveau des personnes, pas forcément les mêmes. Il y a des nouvelles, il y a des gens que j'ai supprimés entre guillemets de cette liste. Ça ne veut pas dire non. Si vous avez supprimé que ça ne veut rien dire ça du veut tout. juste dire peut-être que vous êtes très occupé, elle ne veut pas déranger. Voilà, mais les choses évoluent. Rappelle-toi qu'il y a une caméra. Oui. Non, mais voilà, des gens sont arrivés, des gens sont repartis. Et donc, j'ai repartagé un texte parce que je ne sais absolument pas, c'est pas le mot, mais je dois prendre une décision, quoi, de qu'est-ce que je vais faire après mon contrat ici à Paris 2024. Et ouais, je sais pas, je me pose beaucoup de questions. En fait, il y a quelque chose dont je suis sûre, c'est que j'aimerais du coup lier cette passion pour la danse à mon métier. Pas du coup devenir danseuse professionnelle, mais de œuvrer, de travailler pour la danse. Que ce soit, je sais pas, en étant organisatrice d'un événement avec de la danse ou directrice ou bien, j'en sais rien, créatrice. Si, directrice. D'une école, enfin travailler pour une école de danse, des choses comme ça. Ou alors, un truc qui me tient, enfin que j'ai un peu découvert récemment et que j'ai envie de creuser cette piste, c'est d'être agente. Agente, manager, ça dépendra le terme que vous préférez. Mais du coup, pas forcément pour des danseurs, mais juste des artistes ou des sportifs en général. Et voilà, donc il y a tout ce cheminement qui est en train de se faire dans ma tête. Mais je ne peux pas encore te dire actuellement ma décision. Mais c'est… Tant mieux d'ailleurs, oui, parce que comme mieux. ça te laisse un peu de temps. On avait parlé de temps pour prendre une décision. Mais ce qui est peut-être important pour moi, c'est de savoir si tu utilises un peu les mêmes outils. Donc effectivement, tu as dit que tu avais écrit, que tu avais repartagé. Mais est-ce que en voyant que ces décisions que tu prends sont plutôt bien, on peut le dire, et ben, du coup, tu es encore dans ce mindset-là, ok, questionnement, découverte, réflexion, et puis après tu continues d'aller de l'avant, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai aussi du coup essayé tout de suite de prendre le conseil de ma tante par rapport au regret, mais quelle décision regretterais-tu ou pas? Et j'avoue que cette fois, le choix est beaucoup plus difficile. Parce que dans les deux cas, il y aurait des regrets, enfin des regrets. C'est trop fort comme mot, mais dans les deux cas, je ne suis pas 100% en paix avec la décision. Du coup, j'essaie de continuer d'avancer, avancer le cheminement, mais il va arriver. Je ne me fais pas de soucis. Moi aussi, j'en suis assez persuadée, ouais.
j'en suis assez persuadé. Et ça rejoint aussi une des choses qu'on avait dit en début de discussion sur l'endroit qui nous apporte quelque chose, sur les activités. Ça va venir, Tout à ça fait. va se goupiller naturellement. Ouais. Et puis je te souhaite aussi de vivre à fond dans le moment présent ces jeux, parce que c'est vrai qu'on pense, heureusement que tu penses au futur, Oui. mais comme un athlète qui prépare ses compétitions et qui pense à la transition de carrière, le Tout moment à fait. présent va être assez ouf, je pense. Ah oui, ouais, je pense on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Surtout pour la plupart de nous, membres du comité d'organisation, c'est la première fois. Il y a des gens qui vont de comité en comité, donc eux, ils sont habitués, entre guillemets. Mais pour la majorité, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Incroyable, ça rajoute de l'excitation, je pense. Ouais, et ouais. puis qu'est-ce qui va se passer? C'est chouette, trop bien, trop bien. Je me réjouis pour toi et pour moi de réécouter cette conversation du coup dans quelques années, parce que jusqu'à maintenant, dans les épisodes que j'ai eus, c'était surtout la carrière ou les futurs challenges, mais il n'y avait pas beaucoup ce doute ou ces décisions. C'est pas un doute, au fait, c'est juste des décisions à prendre Ouais. et une orientation qui n'est pas encore clairement définie. Et ça va être d'autant plus intéressant de découvrir par la suite ce qui va arriver. Tout Ouais. à fait. Avant de clore notre discussion, je pense qu'il y a tellement de domaines, tellement de thèmes qu'on n'a pas abordés en ce moment, mais dont on pourrait aborder, qu'on pourrait aborder. Le premier sur lequel je voudrais revenir, c'est ce que tu partages sur les réseaux sociaux. J'ai notamment en tête un post qui parlait d'un test que vous aviez fait avec le comité d'organisation. Ouais. Et je l'avais beaucoup aimé ce post de par les têtes heureuses des personnes qui étaient dessus et le succès du coup de l'opération. C'était un peu la preuve d'un travail accompli. Est-ce que tu pourrais, Ouais. en quelques mots, me déconstruire un petit peu ce moment pour aller plus en profondeur justement sur… Oui, alors je crois que je vois de quel post tu Ok. parles. C'était pas clair, mais c'est vrai que… Non, mais je vois très bien. De toute façon, je n'ai pas posté 12 000 choses. Mais en fait, du coup, donc moi ici à Paris 2024, je m'occupe de la formation des équipes à leur rôle en Games Time. Games Time, donc pendant les jeux. Et on a fait plusieurs exercices pour que ces gens, petit à petit, se mettent dans le bain et s'imaginent être, du coup, pendant leur rôle qu'ils auront pendant les jeux, pardon. Et voilà, donc on crée en fait des situations qui les plongent dans ce rôle-là pour qu'ils sachent ensuite répondre à ces situations qui peuvent être parfois de routine ou des fois de non-routine. Et donc qu'ils aient une solution ou une réponse qui vient de plus en plus naturellement. Et donc le post auquel tu fais référence a été posté suite à un des plus gros exercices que nous avons organisé. C'était donc une simulation. Et en fait, c'était juste, je crois que c'est ce que j'ai dit dans le post, c'était un de mes jours préférés ici au sein du comité, parce que c'était en fait concret, c'était quelque chose de hyper opérationnel, et puis aussi juste l'équipe avec qui je travaillais, c'est des gens qui sont mes collègues, mais qui sont aujourd'hui devenus des amis et que je sais que je vais les revoir ailleurs, je ne sais pas où, mais quelque part. Et c'était en fait tout ce travail qu'on a mis en œuvre pour atteindre cet exercice qui était enfin réalisé devant nous et qui a été apprécié et reçu avec beaucoup de bienveillance et de gratitude en vrai des équipes qui l'ont du coup joué. Et puis ouais, de voir que tout cet exercice était enfin accompli et que nous, notre travail avait été bénéfique pour eux, pour ces gens qui vont avoir ces rôles pendant les jeux. Ouais. C'était super. Trop bien. Donc, ces personnes que tu as rencontrées et qui ont fait le test, je pense que c'est des personnes, tu as dit que peut-être que tu vas rencontrer dans le futur aussi. Et en rebondissant là-dessus, je voulais discuter avec toi un petit peu du rôle du réseau. Et je sais, par ton sourire maintenant, mais de par nos discussions dans le passé, que c'est quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, on fait partie tous les deux de l'association Swiss Sport Managers, dont le logo sera peut-être affiché à un moment de la vidéo, j'espère. Faire un peu de pub. mais du coup, on est tous les deux dans cet asso, on est tous les deux en train de rencontrer des experts, des gens, des passionnés
du monde du sport Ouais. suisse. Qu'est-ce qui est intéressant lors de ces rencontres et qu'est-ce que ces rencontres apportent? Alors, ça fait pas si longtemps que ça que moi je suis dans l'association. Bon, en vrai, maintenant ça va bientôt faire 2 ans, mais le temps passe vite. Mais, alors, cette association, elle apporte bien sûr avant tout un réseau. Mais moi, c'est pas pour ça que je suis rentrée dans l'association. C'était peut-être que c'était peut-être pour appartenir un peu à cette association Ce mouvement? ce mouvement, ouais, des managers du sport. Mais après, ce que j'adore dans cette association, c'est que, ok, ça s'appelle Swiss Sport Managers, mais on n'est pas tous des managers. Enfin, en fait, il y a des gens qui viennent de tout horizon. Il peut y avoir, une personne, c'est le responsable d'une piscine, comme il y a quelqu'un qui a travaillé au CIO, comme il y en a qui sont sponsors chez Ovomaltine. Enfin, en fait, le seul lien commun qu'on a tous, c'est cette passion pour le sport. Et je pense que c'est ça qui m'a fait vouloir adhérer à l'association. Et après, il y a aussi tous les événements, les conférences, les activités qu'ils proposent et qui, du coup, nous réunissent. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus attirée. J'adore comme tu définis ça parce que tu amènes directement le côté bon, en fait, c'est surtout que ça va me mettre dans un environnement avec d'autres passionnés de sport. Exactement. Et j'ai envie d'être avec des passionnés de sport. Exactement. Ensuite, c'est non, j'ai envie de voir des événements sportifs et donc je vais voir des événements sportifs c'est ça. en rejoignant l'asso. C'est ça, exactement. Et donc, c'est le côté naturel, c'est ça, du networking et du réseau. C'est rencontrer des gens où on a une connexion, une discussion qui est authentique et puis de la construire, c'est ça? Ouais, tout à fait. Parce que je pense, et j'amène cette discussion surtout parce que si des étudiants et étudiantes nous écoutent, au début, ça peut paraître assez compliqué ou non naturel de networker parce que on a l'impression que c'est un entretien d'embauche ou alors que c'est vite, il faut que je le rajoute comme ami sur un réseau social, tu vois. Alors qu'au final, la vie ne fonctionne pas comme ça. Donc, non, et ça c'est vraiment… En plus, c'est quelque chose que je me rappelle pendant mon master, on nous répétait tout le temps, c'est la chose la plus importante, c'est le réseau, le réseau, le réseau. Et moi, en fait, je suis quelqu'un où j'adore… tout ce que j'accomplis, j'ai envie de le réussir par moi-même. Ouais. Donc j'avais un peu de peine à aller ajouter des gens sur LinkedIn. Je ne suis pas du tout comme ça. Aller démarcher, en tout cas dans ce sens-là, vouloir me connecter avec quelqu'un que je ne connais pas forcément, c'est pas du tout moi. Mais rejoindre l'association, du coup, c'était quelque chose qui me parlait. Et après, justement, tu parlais du fait que ce n'est pas forcément naturel pour certains ou quoi, mais je pense que justement, il faut simplement juste rester soi-même. Et si tu as envie d'aller à tel événement, vas-y. Et puis en fait, les choses, elles vont venir hyper naturellement. Les gens qui font partie de cette association, ils sont tous bienveillants et super gentils et généreux. Et justement, si toi, ils vont le voir tout de suite que tu es étudiant ou que tu commences ta vie professionnelle et ils vont vouloir t'aider. Ouais. Parce que justement, si le réseau que j'ai créé aujourd'hui, c'est parce que je suis restée moi-même et que les gens sont venus vers moi, m'ont posé des questions, m'ont demandé ce que j'ai envie de faire dans la vie, etc. Ouais. Et que tout s'est construit ensuite. Donc voilà, il faut juste simplement rester soi-même et tout viendra à toi ensuite. Ouais, je suis d'accord. C'est assez contre-intuitif, mais je suis totalement d'accord. Le côté contre-intuitif, c'est le moins on essaye, le plus on y arrive au final. Exactement. Exactement. Juste répondre à des questions. Il n'y a pas besoin de forcer les choses parce que les choses vont se faire toutes seules. C'est juste. C'est vraiment ça. Ouais. Trop bien. C'était un bon point. Je pense que le dernier point que j'ai envie d'aborder, et là, il y aura un petit peu d'imagination qui te sera demandé, c'est de me décrire, et ça va être ma dernière question. D'accord. Comment est-ce que tu te sens quand tu danses? Ouf. Alors là, c'est compliqué, hein. Déjà, je pense qu'il y a toute ma passion qui ressort. À tout moment, tout court, peu importe la situation, la passion est là avant tout. Et je pense qu'il n'y a pas un autre moment. Enfin, oui, il y a d'autres moments que je pourrais peut-être mettre sur le même niveau. Mais c'est les moments où je suis le plus heureuse, quoi. C'est ça, tout simplement. Et puis, ce qui est beau dans la danse, c'est que, en fait, c'est quelque chose qu'on partage
avec un public, ou on peut aussi le partager tout seul si on est tout seul dans sa chambre. Mais quand il y a un public qui est impliqué, j'ai l'impression que tout le monde, peu importe le style ou peu importe ce que tu es en train de présenter, Ouais. tout le monde sera sensible à ce que tu es en train de présenter. Peu importe d'où il vient, peu importe ses intérêts, il va de toute façon devoir te regarder et une connexion, une émotion va être produite. Voilà. Fantastique. Ben, merci. Je suis très content d'avoir posé cette question. Merci. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui pour cet Merci à épisode. toi, Nico. Et je me réjouis de nos prochaines discussions, des jeux, parce qu'on sera à Paris en même temps. Oui. Et je me réjouis aussi de voir comment est-ce que les personnes qui nous écoutent réagissent à tout ce que tu as partagé. Parce que je suis sûr qu'il y aura beaucoup de pensées, de réflexions chez eux. Et tout ça grâce à ce que tu as partagé aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, parce que ça m'a fait réfléchir aussi en même temps. Et puis, si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à m'écrire, à écrire à Nico. Et voilà, merci et au plaisir de refaire ça une prochaine fois. Let's go.